C'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'en sais rien. Et peut-être aussi c'est à vous, peut-être, parce que parfois vous leur parlez durement. Ah bon? Ah oui. Ah bon, eux non. Vous avez dit, je ne les aime pas. Ah mon Dieu, je vous aime tous. C'est ça que vous voulez? Non, c'est stupide. Nous ne transigerons pas sur une chose, c'est la question, ce que vient de dire Alain Duhamel, comme c'est Alain Duhamel qui le dit, vous pourriez peut-être y réfléchir en vous y arrêtant, c'est pas moi qui vous le dis. Est-ce que, pas vous, monsieur Truchot, je veux dire en général ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez compris qu'il s'est produit des faits majeurs dans l'histoire, qui ont tout changé? Maintenant, c'est monsieur Trump qui met le point final à 40 ans de néolibéralisme échevelé. Il vient de le faire, lui, pas Léonid Brejnev ou je sais pas qui, lui. Deuxièmement, dans le monde entier, les gauches se sont effondrées, monsieur Truchot. Nous sommes le petit miracle européen. Il n'y a pas d'autre cas comme nous. Les gauches se sont effondrées. Pourquoi? Parce que leur logiciel que j'ai partagé pendant 30 ans de ma vie ne fonctionne plus. Quel est ce logiciel? Qui est de dire, voilà, nous n'allons pas faire, on va brutaliser personne, hein, on va faire de la croissance, un peu toujours plus de croissance, et ce qui aura été produit en plus, on va le partager en donnant plus à ceux qui ont le moins. Ça a marché. Mais arrive un jour où la croissance sans fin, elle bute sur une difficulté, le capitalisme est en panne, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais la croissance a été divisée par 2 depuis les années 60. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que les capacités d'accumulation pour le capitalisme ont été divisées par 2. Deuxièmement, si on continue à dire la croissance, la croissance, la croissance, c'est pour ça que monsieur Duhamel, pas Jean-Luc Mélenchon, mais je souscris à la thèse duhamélienne, hein, dit si vous continuez à faire comme avant, vous allez avoir un désastre de première grandeur. Je le dis aussi. C'est-à-dire, si vous continuez à croire qu'il vous suffit de produire toujours plus n'importe quoi, qui ne sert à rien, souvent, ou qui est détruit quasi instantanément, eh bien, vous aurez un désastre. Il faut donc tout changer. Ça veut dire que la gauche doit changer. Il faut qu'elle trouve une autre manière de faire. C'est pourquoi le concept central des Insoumis, c'est la révolution citoyenne. Monsieur Duhamel vient de dire, c'est un modéré, Duhamel. Il vous dit, il faut faire une révolution. Oh, il est quasiment maintenant insoumis, Alain, là. Non, il ne faut pas. Vous l'avez convaincu, là. Non, je ne crois pas. Je crois, comme tous les êtres de raison, nous nous rendons compte que nous sommes devant un mur. Un type de droite, j'ai des amis de droite, figurez-vous, ça existe. Hein. Bon, c'est pénible souvent, mais parce qu'ils ont des opinions politiques lamentables. Mais nous sommes amis. Bon, eh bien, eux aussi comprennent qu'il faut renouveler leur... Ils ne peuvent pas revenir vous dire « Ah bon, on va régler le problème, c'est les Arabes et les musulmans, et pour le reste, dorénavant, c'est comme auparavant, la retraite à 77 ans, et tout ça, ça suffit. Bon. Donc, tout le monde doit se réinventer. Nous avons un métro d'avance. Alors, je termine, monsieur Truchot, parce qu'il est perfide. Il a dit « Ah oui, mais finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça. » Mais monsieur Truchot, allons, monsieur Chirac a été élu avec 17% de voix au premier tour. Moins de voix que moi. Et c'est comme ça. C'était des configurations différentes. Mais heureusement, heureusement. Mais le monde est ainsi fait que chaque moment est nouveau. Après, il faut avoir une réserve de voix, vous le savez bien, vous savez même mieux que moi. Je vais vous dire. Au deuxième tour. La parole. Attendez, je termine juste parce que là, je veux absolument finir avec cet argument. Peut-être y répondrez-vous, vous-même, monsieur Duhamel. Mais bien sûr, il faut une réserve de voix. La dernière fois, à 400 000 voix près, si M. Roussel n'avait pas maintenu son absurde candidature, alors qu'ils étaient mes alliés avant, eh bien, j'étais au deuxième tour. Et au deuxième tour, le pays tout entier se serait dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute ce gars qui nous explique face la à Marine Le Pen, vous auriez gagné? Mais enfin, respecter la démocratie. Le peuple français, pas une collection d'abrutis qui, au sifflet, se mettent en rang suivant les ordres des partis. Les gens auraient tranché. Et je me serais incliné si j'avais dû perdre. Et l'autre se serait incliné s'il avait perdu. Ça s'appelle la démocratie. Donc, je n'ai pas un instant de trouble. Les partenaires avec lesquels j'ai fait affaire ne respectent rien. Pas leurs propres paroles. Vous venez de dire, monsieur Truchot, vous-même, il vous faut un programme. Très bien, nous en avions un. À peine l'encre était telle sèche qu'il recommençait à me jeter des pierres et à dire qu'il n'en voulait pas de la moitié. Alors écoutez, le minimum qu'on puisse faire de francs... Je parle très sérieusement. Les Français regardent, ils voient les menteurs, ceux qui se battent pour les sièges et ceux qui se battent parce qu'ils ont une idée. Alors peut-être qu'on peut trouver que moi, je suis trop inspiré par moment, mais je le suis. Et les gens le comprennent. Il faut choisir entre des visions du monde, mes chers compatriotes. Et vous l'avez fait 10 fois dans le passé. Eh bien, il vous faudra encore une 11e. Et celle-là, c'est moi. Ça sera en 2027 et ça sera vous ou pas. Ça veut dire ça, on ne sait pas. Hein. On peut pas se passer de Jean-Luc Mélenchon. Non. À gauche. Non, mais c'est... Si vous me permettez, je vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement. Encore. Le but, c'est que la parole échange aussi. Voilà. Oui, mais si y en a un qui peut faire une longue tirade et l'autre qui est tout le temps coupé, vous en avez fait tous les deux. On ne peut pas discuter. Vous en avez fait tous les deux, allez-y. Donc, vous appelez ça créolisation.
Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité. J'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. D'ailleurs, l'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Vous le savez très bien, et vous l'aimez, la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ça veut dire quoi, Éric Zemmour? Pas mal trouvé. C'est très bien trouvé. Éric Zemmour, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon disait votre projet, c'est de chasser tous les musulmans. Vous répondez quoi à ça? Je vais répondre. Vous venez de dire que l'islam n'était pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France. Je vais le démontrer. Si vous me laissez parler, vous verrez, je le démontrerai. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes agressif. Hein. Je ne suis pas agressif. Je veux débattre avec vous, pas avec les journalistes. J'ai le droit. Je reprenais le propos de Jean-Luc Mélenchon pour que vous lui répondiez, justement. Mais je vais y répondre, chère mademoiselle. Donc, liberté. Vous avez prévenu, hein? Allons-y. Liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission. L'islam veut dire soumission. Égalité. L'islam, c'est une triple inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Fraternité. L'islam, c'est la fraternité dans l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la nation islamique. Donc il y a une différence, mais absolument de bloc à bloc, si j'ose dire. Maintenant, si je ne fais pas de différence entre islam et islamisme, parce que pour moi, c'est exactement la même chose, ou plutôt, comme dit le poète kabyle Fered Mehmi, l'islam, c'est l'islamisme au repos et l'islamisme, c'est l'islam en action, je fais une différence entre les musulmans et l'islam. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Éric Zemmour, pardon, vous avez 6 minutes d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai fini. Et il faut qu'il vous réponde sur l'islam. Vous avez 6 minutes d'avance sur lui. En fait, je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux Juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. C'est toutes mes idées, c'est tout mon projet. Jean-Luc Mélenchon. Et alors, il faudrait faire 2 ou 3 conférences, là. Alors, on n'en a pas le temps, malheureusement. On n'en a pas le temps, malheureusement. Mais allez-y. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Oui, mais parfois, je pensais que c'était de l'humour que je faisais, mais je vois que non, vous prenez tout au premier degré. Vous êtes énervés ce soir tous, au Mais non. Mais tout va bien. La guerre, hein, Je suis très calme. Tout va bien, tout le monde est calme, Jean-Luc Mais Mélenchon. oui, justement. Oui. Alors, je veux revenir sur la créolisation pour vous montrer à quel point vous êtes ignorant des réalités qui accompagnent le mouvement des idées. La créolisation, par exemple, vous avez fait une blague assez mauvaise sur l'idée que ça vous suggérait à propos des Martiniquaises, mais les sociétés de l'outre-mer sont des sociétés qui ont été les premières créolisées. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on avait déportés là pour l'esclavage venaient de différents endroits de l'Afrique, ne parlaient pas les mêmes langues. Et parfois, les maîtres eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Et les maîtres avaient intérêt à créer une distance absolue entre le blanc, qui était le maître, et le noir, qui était l'esclave. Et la société de tous ces gens a créé une culture commune. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, et à ce que d'autres ont dit aussi, ça n'a pas créé une addition de communautés. Ce n'est pas vrai. Ça a créé une communauté commune, sous l'empire de la loi, et qui produit une culture commune. Une culture commune. Monsieur Zemmour, ça va
peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été. Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe. D'abord, terminons sur tout à l'heure. Donc, moi, je dis clairement les choses. En toutes circonstances, nous nous opposerons à la guerre contre les Chinois. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Nous pouvons faire un bon accord. Deuxièmement, comme l'a dit M. Barrot, et je partage son avis, les trois ne sont pas sur le même plan. Donc réfléchissons. Ouais. Notre intérêt est de terminer le plus vite possible la guerre d'Ukraine et que les Russes sortent d'Ukraine et qu'on ait des garanties mutuelles de sécurité. Nous, Européens, et surtout, M. Barrot, je pense qu'on pourrait se comprendre là-dessus. Il faut réintégrer la Russie dans le concert européen. On va en parler. Non. C'est très important parce que c'est le point d'équilibre des forces. Vous ne pouvez pas regarder les forces et dire bon alors on a le choix, à savoir à qui on va se soumettre. Donc on parle aux Russes. Il faut d'abord qu'ils sortent. Il faut d'abord qu'on se l'invasion renforce. arrête. Il faut d'abord donner un budget à nos armées. Il faut d'abord que l'Europe de la défense se développe. Pourquoi faire Avant que nous soyons en capacité Mais pourquoi d'avoir faire cette discussion avec la Russie après Vladimir Poutine pour bâtir cette architecture de sécurité européenne. En attendant, il faut faire échec au projet colonial de Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a eu quelques divergences. Est-ce qu'on peut reprendre le fil Non, mais on n'a pas de divergence sur l'invasion. Moi, je suis pour qu'ils dégagent de là. Je ne serai jamais d'accord On peut avec les reprendre le invasions fil en Europe. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous comptez faire quoi? Dans la dissuasion nucléaire française, c'est tu me touches pas un cheveu. Or, ils sont déjà là-bas en Ukraine et on n'a pas fait. Donc on voit bien qu'on a un problème. On a un problème. Et vous Messieurs. comptez faire quoi? Une guerre conventionnelle? Les fois où nous avons voté contre des résolutions qui étaient proposées au Parlement européen, c'est parce qu'on nous proposait de ne pas mettre de limite à la portée des armes. C'était ça qui se discutait. On a dit, mais vous êtes fous, vous voulez une guerre nucléaire? Il faut bien qu'on se comprenne. Nous ne jouerons pas, je pense que ce serait une erreur pour la France, de jouer les gros bras. Et de dire, on va faire, comme disent les Allemands, ils vont faire la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Personne ne leur demande pourquoi faire. Vous comptez réellement faire une guerre Vous ne conventionnelle? croyez pas qu'on est puissant quand on est armé? Je crois qu'on est puissant quand on sait ce qu'on veut, où on va, et que certaines choses sont proscrites. Et il n'y aura pas de guerre en Europe. Nous n'en voulons pas, et nous sommes capables de nous entendre. Il y a un plan maintenant pour nous entendre avec des garanties de sécurité mutuelle avec les Russes. On a entendu il y a quelques instants le président Macron dire que Zelensky était prêt avec la proposition de Trump. Sur cette base, il y a une possibilité. Mais elle est dure, et j'en profite pour vous dire que je souhaiterais que les Français s'honorent en disant les Américains ont dit que bon, de Donbass, tout ça, les Russes restent dedans. Non, quand est-ce qu'on demande l'avis des gens? Je suis partisan du fait que, quoi qu'on décide, le peuple concerné vote dans les territoires disputés. Et pareil pour le Groenland, vous savez, monsieur le ministre, je pense que si vous suggériez aux amis danois de dire, dites donc, pourquoi vous ne feriez pas voter les Groenlandais? Parce que comme ça, l'autre, après, il faut qu'il passe sur le corps d'un vote. Je pense que la démocratie, les principes moraux sont des forces dans l'histoire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a sauvé Saint-Pierre et Miquelon de l'appétit américain. Mais cependant, Exact. je suis quand même C'est bien de le rappeler. C'est bien obligé de rappeler que, oui, vous dites au fond, ça n'est pas nécessaire. Non, il y a des résolutions. Il y a des résolutions peut-être que vous n'avez pas soutenues, mais on vous a pas trouvé en soutien de la résistance ukrainienne qui nécessitait bien que l'Europe se mobilise, qu'elle apporte un soutien financier et y compris un soutien militaire pour repousser l'envahisseur. L'envahisseur qui a effectivement dévoyé ce privilège qui lui a été accordé par la communauté internationale de disposer de l'arme nucléaire à des fins défensives pour mieux couvrir cette agression et cette invasion qui dure depuis bientôt 4 ans. Bon, ne soyez pas injuste. La défense de l'Ukraine, le premier qui a réagi de tout le champ politique français, c'est moi, parce qu'il se trouve que j'étais réveillé à cette heure-là, et je me suis donc exprimé en soutien. Deuxièmement, vous particulièrement, parce que vous travaillez avec M. Macron, vous savez mieux que personne quelle est la nature des relations que nous avons avec les opposants anti-guerre russes, puisque c'est avec le président Macron qu'on a obtenu les visas pour les faire venir en France, et nous nous occupons d'eux, et que nous sommes la seule force politique qui a un contact avec l'opposition. Quelle opposition? Elles sont toutes interdites. Il reste une opposition, c'est le syndicat du bâtiment, qui a tenu son congrès il n'y a pas longtemps, et l'unique responsable politique présent dans ce congrès, c'était une Française, Marina Mesure, députée insoumise. Donc, nous ne sommes pas une main en arrière du tout, c'est plutôt beaucoup d'autres qui le sont. Les partis politiques, par exemple, vous êtes membre du MoDem, que fait le MoDem à propos de l'Ukraine ou de la Russie? Rien, des communiqués. Eh ben, pas du tout, vous plaisantez, on s'est mobilisé, pardon de parler de ces histoires de partis, on s'est mobilisé pour aller chercher de l'aide et notamment de l'aide humanitaire qui sont partis par camion jusqu'à Kiev. Oui, je sais, on était dedans. Voilà. Mais attends, on était dans ces histoires-là. Mais par exemple, donnez-nous quelque argent, puisque nous accueillons des Russes opposants à la guerre. J'aime vous dire qu'il faut avoir quelque chose dans le ventre et pourtant, pour être opposant. Ceux qui sont restés là-bas sont pris 15 ans de prison. Pourtant, on se souvient de l'absence de soutien des députés de la France Insoumise au Parlement européen lorsque des résolutions étaient passées sur Navalny ou sur d'autres opposants. Mais comme vous êtes injuste et comme vous ne suivez pas les affaires, nous voterons toujours Vous savez, vous connaissez le Parlement européen. Le Parlement européen vous dit, tenez, voici un baril de miel. Et puis quand vous regardez, il y a une cuillère de goudron dedans.
À chaque fois, c'est des choses très nobles, très justes, sur l'indépendance, le droit à disposer de soi-même. Et puis après, il y a les armes que l'on fournira n'auront pas de limite de portée. Au fou, vous voulez une guerre nucléaire? Il n'en est pas question. On doit encore dire ce soir aux Français, à ceux qui auraient la tentation de jouer les gros bras. J'ai vu que le président du parti présidentiel, M. Attal, dit « Maintenant, il faut laisser tomber les règles, il faut passer à la puissance. » Il faut passer à la loi du plus fort. Ben voyons, la loi du plus fort, c'est quoi? C'est la guerre nucléaire avec les Russes. Les Français, un coup, et c'est fini. Moi, je pronostique que, compte tenu de ce que je vois, les menaces sur 5 pays, dont la Chine, ce conseil pour la paix, qui est une espèce d'international obligatoire qui pourrait se transformer en alliance militaire mondiale qu'il propose, tout ça fait que il ira plus loin, c'est une certitude. Et je pense que le résultat sera aussi important pour les relations internationales que l'a été la fin de l'URSS. Parce que réellement, c'est la fin d'un monde en ce moment-ci. Alors, pour nous, comme toujours, les crises, mais ça je pense qu'on sera d'accord pour dire que les crises sont aussi des opportunités de reconstruction. On peut donc, nous les Français, s'avancer et être en quelque sorte une avant-garde du non-alignement, peut-être mettre à l'ordre du jour la vraie lutte qui compte, celle contre les conséquences du changement climatique. Moi, en tout cas, c'est ça que je souhaite. Qu'on utilise comme une opportunité la crise que déclenchent les Américains. Je voudrais qu'on rentre dans un cas concret, la situation au Groenland. Regardez cette photo que Donald Trump a postée sur le site de la Maison-Blanche. C'est une photo qui a été truquée avec de l'IA. On y voit un Donald Trump venir planter un drapeau américain au Groenland. Il dit cette phrase: « Le monde ne sera pas en sécurité tant que nous n'aurons pas le contrôle total, absolu du Groenland. » C'est ce qu'il a écrit dans une lettre écrite au Premier ministre norvégien après qu'on lui a refusé le Nobel. Il veut le Groenland. Il aura le Groenland. Qui peut s'opposer à Donald Trump? L'Europe, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire, puisque cet après-midi, les députés européens, le Parlement européen, a suspendu l'accord commercial que nous jugions déjà déséquilibré l'été dernier. Et ce message est un avertissement qui doit être reçu comme tel par l'administration américaine. Et si les menaces, si la coercition devait se confirmer, alors l'Europe en tirerait toutes les conséquences. Et la Commission s'y prépare. Et elle dispose de moyens très puissants pour le faire. Il faut mettre des mots sur ces formules, pardon, en tirera toutes les conséquences. Est-ce que ça veut dire que la France, à ce compte-là, défendrait ce qu'on appelle le bazooka commercial, l'idée de mesures de coercition à l'endroit des entreprises américaines? Alors d'abord, quand on veut dissuader une menace, on ne met pas toujours des mots sur les instruments qu'on utiliserait. On fait preuve de résolution et de détermination. Ensuite, oui, cet instrument anti-coercition a été conçu en 2023, et notamment par la France, pour permettre à l'Europe de dissuader toute menace d'où qu'elle vienne et quelle qu'en soit la nature. Et donc nous n'hésiterons pas, évidemment, à prescrire, à recommander son utilisation. Mais l'objectif premier, c'est évidemment d'amener l'administration américaine à revenir sur ses décisions en lui rappelant qu'elle a un besoin absolument vital de l'Europe. Puisqu'aujourd'hui, les grandes entreprises du numérique, les géants du numérique, eh bien, font 50% de leurs profits en Europe. Oui. Et aujourd'hui, c'est en grande partie l'Europe qui finance l'économie et le budget américain. Vous y croyez, Jean-Luc Mélenchon ? À la force de frappe de l'Europe, qui dit on va revenir sur le traité sur les droits de douane. Là, on est engagé dans un bras de fer. Je suis en face du ministre des Affaires étrangères de mon pays. Je tâche de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, les Français d'abord. Mais regardez bien, cette affaire de Groenland, il y a deux aspects à voir. Un, la terre de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est dans l'estuaire du Saint-Laurent, a le même statut que Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que la Polynésie française, ainsi que Wallis et Futuna, ainsi que la Calédonie Kanaki. Donc nous sommes très directement intéressés, compte tenu des fronts de guerre qu'organise M. Trump. Je pense à tout ce qui est en Asie du Sud-Est, en particulier la partie, la Nouvelle-Calédonie Kanaki et la Polynésie française. Tout ce Il pourrait faire la même chose qu'avec le Groenland, c'est ça que vous dites? Bien sûr. Donc il faut avoir un coup d'avance. Et je propose que pour le coup d'avance, c'est une idée que je vous propose, on vote que les territoires associés, parce que c'est leur statut à ces territoires-là, ils n'ont pas le même statut que les dom-toms, soient considérés comme territoires de l'Union européenne. Pourquoi? Ils le sont, de facto, juridiquement en tout cas. Pourquoi? Parce que quand on a posé la question à Mme von der Leyen, est-ce que le Groenland est vraiment européen? Alors elle regarde en l'air, elle ne répond pas. Non, il faut répondre oui, oui, absolument. Et donc on pourrait avoir, si vous voulez, une sorte de vote solennel qu'on aurait dans le Parlement européen sur ce dossier-là. De même que nous pourrions avoir la discussion au Conseil de sécurité sur le Groenland. Nous, les Français, on est membres du Conseil de sécurité, donc on peut dire on va avoir cette discussion. Parce que, je termine, mais il faut que ce soit lui l'agresseur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui est responsable de ce qui pourrait arriver. Croyez-moi, Caroline Roux, c'est pas rien pour les États-Unis. Il y a des frontières physiques, bien sûr, militaires, mais il y a des frontières morales et ils ne peuvent pas s'en exonérer totalement. Vous êtes sûr?
Parce que c'est de ça dont on doute aujourd'hui. Pourquoi je vous pose la question? Mais il le fait exprès, Caroline Roux, il le fait exprès. Il veut qu'on doute du fait qu'il est capable d'aller jusqu'au bout pour qu'il n'ait pas besoin de nous forcer, qu'on lui cède. Vous parlez comme si Jean-Luc Mélenchon était déjà candidat. J'ai loupé quelque chose. Vous êtes candidat pour 2027, Jean-Luc Mélenchon? Attendez, d'abord, je vous répondrai parce que je m'attends à tout. Il n'y a pas une interview depuis 4 ans où on ne me demande pas si je compte être candidat et je réponds la même chose. Avant d'aller plus loin. Donc je ferai la formalité quand il le faudra dans notre entretien. La formule Mais toute faite, commençons d'abord par la question précédente que vous posiez. Et à quoi Alain Duhamel répondait: la gauche préfère l'unité à la division, et je confirme. La gauche préfère l'unité à la division parce que dans le combat, mieux vaut être là, se serrer les coudes et faire face ensemble. C'est vrai dans l'entreprise quand on est syndicaliste et c'est vrai dans la bataille politique. Mais la vérité historique, c'est que personne ne s'est jamais unifié au premier tour d'une élection, quelle que soit l'élection, avant que nous, les Insoumis, nous ayons proposé des candidatures communes à des gens qui en étaient à 1,67 à l'élection présidentielle pour les socialistes et 4 pour les Verts. Et chacun a eu un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, pour la question de l'unité, nous avons toujours été au rendez-vous. Mais après, il faut bien que vous compreniez le problème qui nous arrive. C'est que quand vous êtes trompé 2 fois, il y a un proverbe qui dit « la première fois, c'est pas de ta faute, la deuxième, c'est de ta faute ». Eh bien, il faut en tirer la leçon. Que faire? Mais je vais vous dire, monsieur Duhamel, vous avez raison. On préfère l'unité. Quand il y a eu l'unité? Jamais. 2 fois dans les présidentielles depuis le début de la Ve République. 1965 et 1974. Et le reste, rien. Oui. Ça a toujours été dans la division. Et quand François Mitterrand gagne en 1981, le Parti communiste à l'époque fait presque 16%. Donc c'est vous dire que... Et puis alors les tensions, pardon, j'y étais, je m'en rappelle, franchement, c'était pas les grandes amours. Et ça s'est fait. Par conséquent, la stratégie politique consiste à rassembler le plus de forces possible. Mais ne confondez pas, Alain Duhamel, l'union politique et l'unité populaire. C'est différent. Parce que des fois, l'union politique peut empêcher l'unité populaire. C'est-à-dire, si les gens ont l'impression qu'on s'apprête à leur mentir de nouveau, qu'après avoir pris un engagement, on fera le contraire, alors ils ne viennent pas. C'est pourquoi nous sommes dans une situation si compliquée, si difficile en ce moment. Que nous reste-t-il comme perspective? Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour le voir. Il faut être les meilleurs. Il faut être devant et il faut avoir la plus grande dynamique possible. Alors, qu'allons-nous faire? Tâcher d'être les meilleurs, les plus dynamiques, les plus entraînants, comme nous l'avons fait dans le passé. Car la dernière fois, c'était à 420 000 voix près que nous arrivions au 2e tour. Et le 2e tour, Alain Duhamel le sait mieux que personne, c'est un autre monde. La France, tout d'un coup, est confrontée à un autre tableau. Voilà, comprenez-moi, Alain Duhamel, pour que vous compreniez bien ma difficulté. On commence un débat budgétaire. Nous, on arrive avec le programme sur lequel on s'est entendu avec les autres. Et on dit, bah écoutez, voilà, nous on pense qu'il faut relancer la machine, faire une bifurcation écologique et sociale. Que disent les autres? Bah, les socialistes arrivent et ils disent, on propose 20 milliards de coupes. On leur dit, mais attendez, ça c'est François Hollande, c'est la politique de l'offre. C'est le contraire de ce qu'on a signé ensemble. Ça ne les dérange pas. Arrive l'extrême droite, eux c'est 100 milliards de coupes. Si bien que tout le monde est d'accord pour couper, sauf nous. Vous voyez que la différence de programme est telle que si nous faisions semblant comme des menteurs, les gens diraient, vous nous mentez. Or, admettez, Alain Duhamel, admettez que nous avons gagné nos galons pour ce qui est de la cohérence et de la capacité à vivre sous un intense bombardement. Alors après, serais-je candidat? Il faut quand même que je vous réponde, au moins par courtoisie. La formule toute faite, merci. Allez-y. Bah, toute faite et correspondante à la réalité, nous n'en savons rien. Pourquoi? Parce que, entre-temps, alors je ne veux pas dire qu'en 2012, on ne savait pas qui était ce type qui essayait de faire le front de gauche et tout ça. Bon, très bien, je vais à l'élection, on me donne 3,5 dans les sondages, je fais 12. Bon, 11 et des choses, pour être précis. La deuxième fois, il y a une primaire au Parti Socialiste, et ils disent qu'ils ont élu un candidat de gauche bien plus intéressant que moi, c'est Benoît Hamon. Alors on dit, on va demander aux vieux d'y retourner, parce que au moins il nous ramènera des gens qui ont dit on lui a fait confiance la dernière fois. Bon, je suis pronostiqué à 9% et je fais 19. Et la troisième fois, alors là, pour le coup, il a fallu me pousser dans le dos, madame, je préfère vous le dire. Et puis, alors là, c'était je sais plus quoi, ils se sont trompés de 5 points la veille. Et le soir même, d'ailleurs, de 3. Alors, j'ai été candidat et nous sommes arrivés jusqu'à 22. Mais nous avons une leçon de tout ça. Les gens n'ont pas voté parce que j'ai une bonne tête ou parce que j'aurais la réputation d'avoir un bon caractère, parce que tout le monde s'est arrangé pour me faire une réputation qui me rend pas spécialement, comment dire, aimable aux yeux du grand monde. Vous n'êtes pas l'homme le plus consensuel de France, je crois que ça se... Avant de partir... C'est la logique de se protéger des produits chinois qui sont nocifs, qui n'ont pas les mêmes normes sociales. Dire qu'on va mettre 120% sur l'ensemble des productions chinoises, c'est absurde. Et c'est absurde. Mais on suit cette logique mais non, c'est absurde, et ce qui d'ailleurs est très trumpiste, c'est mensonger.
parce qu'il y a un certain nombre d'exportations chinoises qui sont impérativement nécessaires pour les Américains. Bon, attendez-vous, laissez-moi terminer, parce que chacun... Oui, bien sûr. Bon, donc, sur ce point, il a été obligé de faire une genuflexion. Je ne jure pas qu'il va en rester là. Il est très capable ensuite de refaire quelque chose en sens inverse. Mais il n'empêche qu'il a subi, ça on ne peut pas dire le contraire, un gros échec et qu'il a dû courber les chines. Bon, et que, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai trouvé que c'était au moins sur ce point précis positif. Ça n'efface pas le reste. Bon, en ce qui concerne les Européens, si vous voulez me faire dire que tout ça est trop lent, que tout ça correspond chez certains, y compris Madame von der Leyen, à des calculs qui ne sont pas forcément des calculs qu'on pourrait souhaiter, etc., ça se défend. Bon, mais il n'empêche qu'on voit s'esquisser un certain nombre de choses qui n'étaient pas imaginables, pour ne prendre qu'un seul exemple, parce que je sens qu'on veut nous faire parler de la France, et pour ne prendre Parce que ça intéresse aussi les Français. Non, ça n'est moins intéressant que ce qu'il dit. Bien sûr, parce que le global commande le local, monsieur Truchot. Et ce que fait monsieur Trump vous concerne, vous directement, et nous trois ici, parce que dans quelques mois, vous allez avoir des tensions sociales dans le monde entier à cause de ce homme. Allez-y, terminez. Monsieur Duhamel, que je vois comment je vous... Alain Duhamel, on entend parler de psychiatres, de psychologues, mais est-ce que c'est pas plutôt un thérapeute de couple qu'il faudrait pour essayer de réconcilier ces deux gauches là en plein divorce? Bon, écoutez, d'abord, je ne vais pas faire semblant de découvrir pour la première fois qu'il y a deux gauches en France. Avant d'aller plus loin, je n'ai vécu que voyant, observant et commentant de gauche. Bon, il y a des moments où elle parvient à s'unir. En général, c'est plutôt là qu'elle peut gagner. Il y a des moments où, au contraire, il y a plus que de l'opposition, une vraie discorde, mais là où souvent les gens se trompent, ça n'est pas gratuit quand il y a une discorde comme ça. C'est parce qu'il y a des ressorts qui ne sont pas les mêmes, qu'il y a des jugements qui ne sont pas les mêmes, des thérapeutiques qui ne sont pas les mêmes. Bon, là, il est clair que après une période où, je vais être direct, où toute la gauche a fait semblant d'être d'accord sur des programmes qui étaient des programmes très avancés. En fait, qui étaient des programmes de Jean-Luc Mélenchon. Et toute la gauche, 2 fois, a fait semblant d'être d'accord avec ces programmes. Et la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ces programmes. Ils étaient d'accord avec une alliance électorale pour essayer de sauver à ce moment-là ce qu'ils considéraient être l'essentiel. Et puis quand ces moments-là sont passés, chacun, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon ont gardé leurs convictions, et les autres sont revenus à leur nature et à leur méthode. Et, à la raison, peut-être ? À la raison. Vous êtes d'accord pour dire que je suis fou, c'est ça que vous voulez dire ? Écoutez, j'essaye d'accoucher la pensée d'Alain Duhamel. Très clair, ce que disait M. Duhamel, ça n'était pas disgracieux, puisqu'il y a des points de vue, il faut se faire à cette idée. La politique, ce n'est pas... Je veux dire, le rêve n'est pas que tout le monde soit d'accord. Le propre de la démocratie, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Et qu'on le règle en votant. Que voulez-vous ? Personne n'a trouvé mieux jusqu'à présent. Alors on vote. Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des points de vue contraires est le fondement de la démocratie. Quand il n'y a plus de points de vue contraires, méfiez-vous, c'est que la dictature a commencé. Que tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. Bon. Donc venons sur le sujet, comme l'aborde Alain Duhamel, parce que le diagnostic est bon. Ceci dit, j'ai le droit à cette étape, il me semble quand même, de vous dire quelle était mon intention, et celle du mouvement insoumis. Nous ne sommes pas, une agence de communication qui vient avec un bon slogan en espérant qu'on vendra plus de cacahuètes ou de castagnettes avec ça. Il y a une vision historique. Alors, on en pense qu'on en veut, mais nous sommes habités par ça. Le monde doit changer, il faut faire face à la catastrophe climatique, le capitalisme a atteint des limites et il va détruire... Bref. Et à partir de ça, quelle réponse faire ? Nous autres de gauche, nous avons été dévastés à la fin du XXe siècle. L'URSS s'est effondré, ce n'est pas que c'était une recommandation, l'URSS, mais en attendant, ça a aggravé le désastre. Le désastre, c'était que notre manière de voir le monde ne collait plus à ce qui se passait vraiment. Moi, je suis un homme de 81, et de la suite, on décide qu'on va faire le socialisme, on fait le programme commun, et de socialisme, on n'en a pas vu le début du commencement. Et tout le monde était sidéré. Comment c'était possible, une chose pareille ? Bref. Donc, au milieu de ce chaos, nous avons essayé de porter une vision. Comment faire pour reconstruire une grande force de gauche qui puisse renverser la table de nouveau. Là, on fait un pari. Compliqué, parce qu'on n'était rien du tout au départ. Et on se dit, nous allons proposer un programme, croître, et nous allons faire ce qu'on appelle en espagnol, parce que ça s'est trouvé que c'était les Espagnols qui ont posé le problème, le sorpasso. On va passer devant la social-démocratie, puisque dans toute l'Europe, elle fait des grandes coalitions avec la droite. Et comme on passe devant, eh bien, c'est nous qui allons mener la gauche. Et pour la première fois
de l'histoire de la gauche. La première fois, depuis qu'il y a une gauche en France, 1870, 1905, etc., au premier tour de l'élection législative, nous, les Insoumis, nous, convainquons les autres qu'il faut faire des candidatures communes. C'est un événement sans précédent. On le fait 2 fois. Les 2 fois, comme l'a dit élégamment Alain Duhamel, après un moment où ils se sont dit « faisons comme ça », ils sont revenus à ce qu'ils pensaient. Je suis de votre avis, et je me le tiens pour dit. Cette tentative de recomposition unitaire de la gauche, tout le monde a oublié, parce que le temps passe, il faut bien qu'on oublie, sinon la vie serait envahie par les nostalgies. Mais quand il y a eu l'événement de la chute de l'URSS, tout le monde parlait de faire, pourquoi pas, on allait faire le congrès de Tours à l'envers, on allait rapprocher les socialistes et les communistes, faire un grand parti de toute la gauche. Tout ça a été oublié. Mais cet épisode-là est clos. On n'y arrivera pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va donc s'y prendre autrement. Donc là, vous avez raison, madame, mais ce n'est pas un traitement psychologique dont nous avons besoin. C'est de la politique de fond. Les socialistes sur la terre entière sont engagés dans un système de grande coalition. Ils continuent à penser que si le capitalisme fonctionne bien, il y aura des prises d'avantages pour les travailleurs. La mentalité 19e, 20e siècle. Nous sommes au 21e. Donc voilà le point où nous en sommes. Après le reste, des fois le ton monte, mais enfin, faut arrêter de pleurer, quoi. L'Assemblée nationale, ça a été 10 fois plus violent. C'est-à-dire du numérique. Nous, Français, nous savons faire les câbles. Nous avons les entreprises. Nous avons les bateaux pour poser les câbles. Nous avons l'habitude de manier les câbles. Tout ça, on l'a. Et c'est maintenant quelque chose qui fait partie des techniques de pointe du monde. C'est pourquoi, quand j'aborde la question du numérique, nous ne partons pas comme ça à pas savoir quoi faire et à regarder le bout de nos pompes parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne se sent pas. Il faut mettre la barre là où elle est. On doit être les meilleurs dans un certain nombre de secteurs parce que techniquement, on entraîne le reste de la production. Et ça, c'est eux qui le font. Alors écoutez, comme il ne peut pas être question de nationaliser les coiffeurs, les restaurants et les maçons, on va discuter, quoi. Voilà. Au demeurant, à quoi ça nous servirait de les nationaliser? Ils n'ont qu'à continuer à prendre tous les risques, ça nous va. Qui est venu me remettre une convocation, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais auparavant, vous aviez commis une erreur. La convocation était arrivée au bureau du groupe, président, du groupe Insoumis. Or, je vous rappelle que le règlement nous interdit absolument de faire travailler nos collaborateurs de groupe pour un parti politique, y compris pour des tâches de secrétariat. Donc, vous n'étiez pas informé, je le fus soudainement, je vous en voulais beaucoup. Vous m'avez envoyé une lettre extrêmement aimable et je vous en donne acte. Nous avions décidé de vous boycotter. Et vous savez pourquoi? D'abord parce que l'intitulé de la commission était insupportable, on y mettait en cause notre parti. C'est pas que ça nous aurait dérangé, nous sommes capables de faire face à toutes les adversités. Mais il y avait tout de même un problème. Comment en France, une commission parlementaire interroge un parti pour voir s'il est conforme aux lois de la République? C'est absolument inouï. Ça ne s'est pas fait grâce à la sagesse de la commission des lois et il faut l'en remercier. Cependant, je me suis interrogé, alors je termine pour les raisons, ensuite le bureau a été constitué dans des conditions qui ne convenaient pas au groupe parlementaire, puisqu'il ne se sentait pas représenté, et puis parce que les auditions qu'il avait souhaitées, mais vous venez de donner votre avis sur le sujet, n'étaient pas possibles. Donc la décision était prise, c'est celle du groupe, ça ne me regarde pas. Je me suis demandé pourquoi vous m'invitiez moi, et comme je ne trouvais pas de raison, eh bien, je me suis attribué l'intérêt que vous avez pour mes capacités intellectuelles de coprésident de la Boétie. J'ai écrit d'innombrables articles, éditos, livres et autres sur la question de la laïcité au cours, disons, des 3 dernières décennies. Et donc, je me sens capable d'éclairer le point de vue sur des sujets qui sont en effet très délicats du point de vue des principes, car la France est une terre de vieilles guerres de religion. Et par conséquent, elle doit, plus qu'une autre nation, être prudente et se souvenir des leçons du passé. La guerre de religion, c'est sous l'Ancien Régime 11 expulsions des Juifs de ce pays. C'est l'invention par le supposé Saint-Louis, en réalité Louis IX, de la rouelle, des incendies de Torah et de l'expulsion des Juifs. Ensuite, ce furent les guerres de protestants et de catholiques, 2 siècles et un quart à peu près, dans des conditions effroyables. Dès lors, la laïcité dans notre pays n'est pas le résultat d'un colloque savant, elle est un accomplissement au terme d'une histoire où l'on a auparavant tout essayé pour essayer de s'en passer. Le massacre mutuel, l'expulsion, j'ai parlé des Juifs, mais les protestants sont partis à plus de 200 000 lorsque l'édit de Nantes a été aboli. Et pour notre malheur, ils ont été enrichir des pays qui ensuite nous ont mené des guerres implacables. Donc, j'ai pensé que c'est à cela, et j'espère que c'est à cela qu'on m'appellera dans un instant à répondre. Je ne peux manquer de vous taquiner et de vous demander pourquoi vous n'avez pas dans vos auditions consulté des personnes qui me semblaient d'un plus grand intérêt que moi sur le sujet que vous avez bien délimité. Vous avez dit on ne parlera pas de l'islam, etc. Nous parlons d'un fait, une menace, dont je reconnais l'existence évidemment, au milieu de bien d'autres, mais elle existe. Et donc la France doit faire attention
agir avec intelligence, et dans un instant j'y viens. Avant de Beaucoup de gens partir. qui sont ici, n'est-ce pas? Mais c'est un débat sur le fond, ce n'est pas une affaire de personne. Et c'est ce débat-là que les électeurs vont trancher. Alors arrêtez de nous parler des salades locales. Le local, nous l'interprétons à travers la vision d'ensemble que nous avons pour la patrie de tous les Français. Voilà aussi les électeurs. Marine Le Pen, la Maison Flamande. J'ai même retrouvé un hommage de vous, monsieur Mélenchon. Comme il n'y en a pas souvent, vous m'avez beaucoup insulté. Donc quand vous dites du bien, est-ce que je peux en parler? Vous voyez, c'est un vieil article, vous étiez tout jeune là-dessus. Le seul parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. C'est-à-dire que cet article, vous ne l'avez pas trouvé tout seul, c'est Madame Trayer-Weiler qui l'a montré à une émission, et il s'agissait de me nuire. En effet, à l'époque, le journal disait une chose qui était très juste, c'est que le Front National pensait que la politique a un poids sur l'économie. Eh bien moi, je pense que la politique a un poids sur l'économie. Et nous sommes opposés sur de quelle façon faire peser ce poids. Parlons du Front National. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Marine Le Pen, c'est pas un catch. La Maison Flamande, les François de Souche, qui sont des groupuscules identitaires, on commence à beaucoup se manifester dans la circonscription ces jours-ci. Ils multiplient les initiatives. C'est toute l'extrême droite qui vous soutient finalement. C'est plutôt un poids, c'est plutôt intéressant. Qui me soutient, vous sortez ça d'où? Mais parce qu'ils viennent sur le Des gens d'extrême droite qui viennent sur le marché. Non, madame, ils viennent rencontrer ils sont venus, permettez-moi, défendre leur candidat. Parce qu'ils ont un candidat dans une autre circonscription. Et qu'ils sont venus courir après votre cirque médiatique. Parce qu'il y avait des caméras, alors ça attire tout le monde pour essayer de se faire un petit peu de publicité. Mais ces gens-là, non monsieur. Non monsieur. Ils viennent dans la 11e circonscription parce que vous en avez fait le laboratoire et l'appartement témoin du Front National. Vous êtes bien gentil, mais je me suis battue dans cette circonscription. Vous n'étiez pas là, vous étiez au Sénat en tant qu'assistante parlementaire. Alors vous êtes mignonne, mais vous ne donnez pas de leçons, d'accord? Moi je me suis battue depuis 6 ans dans cette circonscription, vous n'y étiez pas. Je ne sais pas où vous étiez. Vous étiez assistante parlementaire au Sénat et vous l'êtes toujours. J'étais étudiante. Ce que je réfute en revanche, c'est ce que vous essayez de faire, à savoir de faire un lien entre eux et moi, alors même qu'ils ont dit tout le mal qu'ils pensaient de moi, ça tombe bien, je pense également d'eux tout le mal. En l'occurrence de ce monsieur du Parti Solidariste, dont je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler. Ça mérite d'être éclairci sur ce plateau. Merci Marine Le Pen. Philippe Kemel. Ce débat n'est pas digne de notre population. Vraiment, depuis de nombreuses années, depuis la crise, ça fait 20 ans, 22 ans que le dernier puits a fermé. Et depuis 22 ans, nous travaillons les élus inlassablement au territoire, pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi nouveau. Et de l'emploi nouveau, il y en a. Il y a eu, donc, au niveau du logement, des réhabilitations qui ont été faites sur le système de santé. Combien nous avons travaillé pour faire en sorte qu'il y ait plus de diagnostics rapides au niveau des maladies qui sont les maladies fortes. Nous sommes dans les derniers classements au niveau de l'espérance de vie. Et ici, nous sommes une population digne, qui reste debout, qui travaille, et elle mérite véritablement des propositions qui soient des propositions fortes. Le débat qui vient de se dérouler entre vous, je vous le dis, c'est un débat que vous reprenez des présidentielles. Et effectivement, parce que vous êtes fatigué des présidentielles, vous allez vers ce qui n'est pas digne de la démocratie. Vous n'êtes pas digne de la démocratie, Madame Le Pen, en agissant de cette manière-là. Vous avez vu le complément d'enquête de France 2 qui dit que dans la circonscription, pour avoir un logement, il faut avoir sa carte du PS? Je vous ai pas vu poursuivre en diffamation. On va terminer ce débat. Voilà, ça c'est indigne. Ça c'est indigne. D'accord? C'est pas le débat qui est indigne, c'est le comportement de vos amis. On va vous laisser la parole à tour de rôle, s'il vous plaît. Et dans l'ordre alphabétique, nous allons vous demander 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour vous dans cette semaine qui reste. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin. Monsieur Kemel, vous prenez la parole pour 30 secondes. Il vous reste une semaine pour convaincre les électeurs de vous envoyer au second tour. Donc, quel est votre message pour les convaincre? Vous avez 30 secondes et on fait un tour de table. Mon message, c'est de continuer sur cette circonscription à porter avec sérénité les propositions de François Hollande et de montrer que je suis le mieux placé pour, justement, au niveau de la majorité qui votera ces propositions, les mettre en œuvre sur le terrain, veiller à ce qu'elles soient particulièrement efficaces. C'est comme cela que l'on donne de l'espérance et c'est comme cela que l'on fait repousser, que l'on repousse les voix du Front National. Marine Le Pen. J'ai 4 candidats socialistes en face de moi, parce qu'en réalité, tous sont toujours appelés à voter socialiste au second tour. C'était le cas du PC, c'était le cas des Verts, c'était le cas de M. Urbaniak, évidemment c'est le cas de M. Kemel. Bon, le socialisme, on a vu ce que ça donnait dans la circonscription, c'est bon, ça fait 80 ans que ça dure, et on voit les résultats, c'est lanterne rouge sur tous les sujets. Eh bien moi je dis aux habitants, jugez-moi sur ce que j'ai fait, pas sur ce que je promets, pas sur ce que je dis, sur ce que vous m'avez vu faire dans cette circonscription, et croyez-moi que si vous me donnez le pouvoir d'être à l'Assemblée, ce sera encore plus performant, encore plus efficace. Merci Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon. Moi je vais porter à l'Assemblée nationale la continuation du grand combat de cette circonscription où est né le mouvement ouvrier. Je vous dis à tous, aimons ensemble notre patrie parce que nous la faisons ensemble. Le problème, c'est le banquier, pas l'immigré. Dans ce débat très tendu, les échanges s'enchaînent dans un climat fortement conflictuel autour de la légitimité politique et du rôle des médias.
Marine Le Pen accuse ses adversaires de transformer la campagne en un « cirque médiatique » et insiste sur le terrain local, affirmant être proche des réalités de la circonscription et des habitants. Jean-Luc Mélenchon, lui, rejette cette vision et défend la dimension idéologique du débat. Il affirme que l'affrontement politique est normal et même nécessaire en démocratie, car il oppose deux visions radicalement différentes de la société. Il critique également la médiatisation excessive qui, selon lui, déforme les échanges et éloigne les citoyens du vrai débat. Les autres intervenants tentent de ramener la discussion sur des enjeux plus concrets, comme la situation économique locale, l'emploi ou le logement, en dénonçant une campagne trop centrée sur les polémiques nationales et les attaques personnelles. Enfin, chacun cherche à convaincre en valorisant son bilan ou son projet, dans un échange où la confrontation politique prend largement le dessus sur le consensus. Un débat représentatif d'une campagne très polarisée, marquée par les tensions entre stratégies nationales, enjeux locaux et guerre d'image médiatique. Marine Candelier. Moi, écoutez, c'est un message d'espoir que je veux donner, parce qu'on parle toujours de notre territoire comme un territoire noir, etc. L'avenir du bassin minier, il n'est pas noir, j'en suis convaincue. On a un territoire qui est plein d'avenir, qui est plein de talent. Alors l'avenir, il n'est pas noir, il n'est pas rose non plus, il n'est pas non plus rouge. Je pense que l'avenir, il est vert, un peu sang et or, mais surtout il est vert, et c'est comme ça qu'on sortira par le haut. Et je préfère qu'on parle de mon territoire comme du territoire de la transition écologique que comme de laboratoire ou d'appartement témoin du Front National. Ça me ferait très plaisir et je pense qu'on en sortirait par le haut. Oui, moi, je dirais simplement que je suis ici, dans cette circonscription depuis 30 ans, à m'occuper des problèmes de la population. Donc pensez bien que je serai toujours présent le 17 juin, lorsque les trains seront repartis pour Paris, que les caméras auront quitté Hénin-Beaumont. Nous allons, nous continuer à travailler avec la population. C'est vrai que les marinistes vont continuer à mariner, car vous ne serez pas élu, Madame Le Pen, députée de cette circonscription. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous venez de le dire. Vous non, c'est chacun son tour. Qu'est-ce que vous en savez vous-même? Merci beaucoup. On s'oriente doucement vers la fin de cette émission. Moi, je pense qu'on ne tourne pas vous. Alors écoutez, vous êtes gentil, mais soyez un peu modeste. C'est la fin de La Voix est libre. Alors avant de nous quitter, on regarde une dernière fois les noms des autres candidats de cette 11e circonscription. Et vous l'aurez compris maintenant qu'il était impossible d'inviter pour des raisons de clarté du débat. Si on peut remettre la palette, voilà, merci beaucoup, afin que vous puissiez identifier donc les autres candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Véronique, merci. L'information continue sur France 3. Excellente journée, à très bientôt. Tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir? Abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo. Même à une seule personne, ça aide énormément. J'ai tout blessé dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ce n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Si bien que le laïcard que je suis a fait se lever toute une salle au moment où on leur m'a remis un diplôme en Argentine en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine. Et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les deux bonnes sœurs en pensant que peut-être ça me vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes et le combat extraordinaire qu'ils ont mené qui grandit l'idée qu'on se fait de la France puisqu'ils en sont morts. Ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. Alors, ce que j'ai jugé bon de faire concernant le christianisme, et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans, mais dans un autre contexte. Car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécutions, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi. Ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein. Et ça y va, et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Ah là là. Ça me rappelle le président de Rugy, qui a été président de cette assemblée. Au début que nous voici constitués en groupe d'insoumis, mes camarades, à la demande des femmes de notre groupe, décident que l'on ne porterait plus de cravate. Moi, pour un bon mot, j'y cède. Parce qu'après les sans-culottes, qu'il y ait des sans-cravates, ça me réjouissait. Nous voici donc sans cravate. Et au bureau de l'Assemblée, un collègue, je ne sais plus lequel, ou si je me rappelle, je ne vous dirai pas lequel, je ne dois pas me moquer de lui, dit, alors il faut avoir une tenue décente, vous allez mettre une cravate et même des chaussettes. Des chaussettes? Oui, certains de vos collègues n'ont pas de chaussettes. Bon, alors je connais quand même de Rugy depuis un moment, je lui dis, écoute, si vous votez qu'on doit mettre des chaussettes et des cravates, on les mettra. Mais je vais te dire une chose. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand tu vas nous expliquer ce qu'est une tenue décente pour une femme. Et de Rugy, qui est quand même quelqu'un d'intelligence, s'énerve et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey, à la marre. Donc, on n'a plus parlé ni de chaussettes, ni de cravates dans ce... Elle a le même problème. Tiens, ça tombe sur les... Alors j'ai pensé, en effet,
comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois, tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous, mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas. Il fallait avoir un foulard sur la tête. Donc tout le monde portait un foulard. Voici que maintenant, les musulmans en portent, les musulmanes, et vous dites comme un signal. Bon, je ne vais pas contester que certaines personnes portent un foulard comme un signal religieux de leur appartenance à la religion musulmane. Il y a des Français qui portent des croix très visibles, y compris des collègues à qui il a fallu les faire retirer, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien, à nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. C'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Les électeurs, ils attendent qu'on parle du fond de la politique. Voilà. Et ils ont besoin de savoir que M. Mélenchon est un immigrationniste fou. Je suis d'ailleurs étonné de sa réaction, très honnêtement, parce que faut assumer dans la vie. Faut assumer. Est-ce que vous avez tenu... C'est pas une fausse photo, c'est pas une fausse phrase, c'est une phrase qui a été prononcée. M. Mélenchon est pour la régularisation des clandestins. On se demande d'ailleurs combien vous allez en accueillir dans la circonscription, si jamais par malheur vous êtes élu. Donc moi, les pleurnicheries de chochottes comme ça, oh c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc., on a fait un faux tract. Je trouve ça quand même assez pathétique. Assumez donc, n'ayez pas honte de vos positions, monsieur Mélenchon. Vous avez envie d'ouvrir la circonscription aux Roms, vous avez envie d'ouvrir la circonscription aux clandestins. Vous accueillez cet après-midi. Martiens, madame. Mais oui, vous accueillez cet après-midi. Les Martiens, les Vénusiens, vous les oubliez. Vous accueillez, monsieur, les clandestins à votre QG de campagne qui viennent faire. Il y en a 150 qui arrivent là pour venir vous rendre hommage. On se demande ce que ça va donner après. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. On va la laisser répondre. Voilà. Jean-Luc Mélenchon. Bon, on a le droit d'avoir un débat sur l'immigration. Madame Le Pen, on connaît cette espèce de phobie qui fait qu'elle ne pense qu'à ça sur tous les sujets. Bon, Madame, dans la circonscription, c'est simple. Il y a la moitié moins d'immigrés que dans le reste du pays et il y a 2 fois plus de chômage. Donc vous voyez, il y a déjà un rapport que vous ne pouvez pas établir. C'est pas le sujet. Vous passez votre temps à dresser les gens contre les autres, mais c'est pas de ça dont on parle. Vous avez sorti un petit tract et vous vous êtes fait serrer, vous et vos gorilles qui les diffusez. Oui, oui, nous vous avons attrapé et maintenant vous avez une plainte. Voilà, et si j'avais pas fait ça, vous ne l'auriez pas reconnu. Madame, taisez-vous 5 minutes si vous le supportez. Madame, je ne vous reconnais pas le droit. Je ne vous reconnais pas. Oui, vous êtes stupide, toute cette équipe. Nous avons vu qu'il vient en plein jour. Attendez, madame. Nous ne pouvons plus avoir d'élections honnêtes si chacun d'entre nous se met à éditer des tracts avec le portrait de l'autre en mettant voter monsieur machin ou monsieur truc. Vous avez essayé de me charger. Non, c'est plus une élection honnête. Écrivez un tract dans lequel vous dites voici ce que je reproche à monsieur Mélenchon sur l'immigration. Je vous répondrai, madame. Je ne suis pas, comme vous dites, un immigrationniste fou. Je crois que c'est vous qui commencez légèrement à dérailler dans cette affaire parce que vous venez de vous faire prendre la main dans le sac. Alors justement, vous allez pouvoir tous répondre. Marine Tondelier, Marine Le Pen. C'est la deuxième. Ça sert à rien de faire bien des Madame Le Pen, ça sert à rien. Madame Le Pen, monsieur Mélenchon, et tout le monde connaît maintenant ce que vous pensez. Est-ce que vous, grâce à ça, vous voyez, parce que si j'avais pas fait ça, personne n'aurait su ce que vous pensez. Là, il s'agit d'une phrase. Est-ce que vous supportez? Au moins, là, tout le monde sait ce que vous pensez. Taisez-vous, madame. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Écoutez, madame. Monsieur Mélenchon. Et on va pouvoir juger. À l'image de ce qui est en train de se passer. Beaucoup d'Éninois, dans nos reportages, monsieur Mélenchon, beaucoup d'Éninois nous disent voilà, nous on est dans le débat, dans le règlement de compte post-présidentiel Mélenchon-Le Pen. Et ben non, les Éninois nous l'ont dit. Nous sommes ouvriers à la fin. Monsieur, je vais vous poser la question si vous le voulez bien. Vous voulez qu'il n'y ait pas de débat? Les Éninois nous disent non. Les Éninois nous disent nous sommes pris dans cette. Les Éninois nous ont dit dans ce débat nous sommes pris pour des souris de laboratoire et ils ont, vous le comprenez bien, légitimement le sentiment que vous jouez ici plus votre carrière politique que vous les préoccupations des Éninois. Que vous parliez comme ça. Et vous là vous réglez votre carrière journalistique peut-être. Monsieur, je me fais l'écho de ce que les Éninois nous disent dans les reportages que je fais sur le terrain. Monsieur Kemel, madame Tondelier, depuis le début, est-ce que vous avez ce sentiment? Madame Tondelier a demandé la parole d'abord. C'est dur avec les hommes. Monsieur Kemel, soyez courtois. Oui, mais alors c'est pas par courtoisie, j'ai pas besoin de la. Non mais elle est très en retard. Ça sert à rien de faire venir des chronomètres parisiens déjà pour. Allez-y. Sur le fond, et voilà. Et donc moi je pense déjà qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre dans cette campagne, beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie militante à perdre dans des faux tracts, dans des guerres d'affiches, à cette équipe à temps plein, sous les ponts, dans les affichages publics, on dirait une ville sous occupation, c'est insupportable, en arrachant tout par terre, etc. Donc en tant qu'écologiste, au niveau de la pollution visuelle, du gâchis, franchement ça me perturbe. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on instaure dans la Vilaine-Beaumont, dans la circonscription, dans la 11e circonscription, un climat de travail pour s'en sortir? Je ne suis pas sûre. Et c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. C'est pareil au municipal, c'est pareil au cantonal, c'est pareil aux législatives. Mais j'ai pas dit que c'était de votre faute. Mais nous, c'est insupportable. Je pense que le combat front contre front, je ne suis pas sûre que c'est ça qui sortira la circonscription de sa situation. Moi, j'ai envie de travailler main dans la main, dans le respect et dans la concentration. Et là, franchement, on s'en éloigne. Philippe Kemel, finalement, si certains dénoncent ce cirque médiatique, est-ce que finalement les socialistes n'y sont pas aussi pour beaucoup en ayant laissé pourrir des situations parfaitement inacceptables dont la justice s'occupe? En ce qui concerne cette élection, c'est bien une élection législative. Il ne s'agit pas de refaire... Oui, mais Hénin-Beaumont est dans la circonscription. Hénin-Beaumont, c'est 20% de la circonscription. Et donc, nous savons bien qu'aujourd'hui, Hénin-Beaumont a une ambition nouvelle et véritablement fait en sorte qu'il y a du développement et fait en sorte d'être auprès de sa population. Mais à vouloir rejouer le deuxième tour, le énième tour des élections présidentielles, on arrive à cette situation où on vole véritablement l'élection aux habitantes et aux habitants de cette circonscription. Ce qui est important, c'est de continuer à discuter sur les sujets de fond. Les sujets, nous n'avons pas plus dans cette première partie d'émission, par exemple, de parler du logement. Vous êtes interrogé sur le contexte de la campagne. Vous devez répondre. Oui, mais le contexte de la campagne, ça, c'est l'écume des jours, et je n'ai rien à faire de l'écume des jours. Pour ma part, ce qui m'apporte, c'est la santé, c'est le logement, c'est hélas ce qu'on n'a pas discuté. Et je regrette que l'émission ne s'est pas poursuivie sur les sujets de fond qui devaient être les nôtres. Je voudrais juste, sur votre intervention, dire que vous avez tort de ne pas répondre. Il est important qu'on puisse savoir votre avis, car aujourd'hui, vous êtes celui qui représente le Parti socialiste, et il est vrai que vous n'êtes pas l'homme du passif, mais quand on voit la manière dont avance le Parti socialiste aujourd'hui, vous êtes devenu le candidat du poussif, un parti qui ne bouge plus. Nous avançons à votre place aujourd'hui, M. Kemel. Quant à ce que j'ai entendu ici, entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, écoutez, je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants de notre circonscription, mais moi j'ai une formule de politique à l'esprit. Je dirais que cette formule disait ceci: le carré de l'hypoténuse parlementaire est égal à la somme de l'imbécilité construite sur ces deux bords extrêmes. Voilà où nous en sommes. Sauf que Jean Urbaniak, dans le cas d'espèce, la droite depuis des années ne s'est pas beaucoup occupée de dénoncer toutes les affaires qui ont fait qu'effectivement le Front National a progressé. Madame Marchand, depuis maintenant 20 ans, je suis membre du Conseil général. Depuis 20 ans, je suis des politiques locales. Je n'ai pas, moi, à prendre position sur des dossiers d'affaires que je ne connais pas, qui ne me concernent pas. Ça ne concerne pas les habitants. Quand on augmente de 85% les impôts pour payer le vol, les élus socialistes qui ont volé la population, une des plus pauvres de France, vous vous sentez pas concerné par ça? Vous parlez des impôts de Oh, écoutez, vous savez très bien. Vous n'allez pas me dire que vous tombez des nues. Les affaires, donnez-moi la commune. C'est des affaires de corruption. Tout le monde était au courant. Et je vais vous dire une chose, M. Urbaniak, si vous n'étiez pas au courant, vous aviez qu'à lire les dizaines de tracts que nous avons fait, nous, au Front National, pour dénoncer les prises illégales d'intérêt, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer les détournements de fonds. Parce que vous voyez, moi, j'ai peut-être été parachuté il y a 6 ans, mais moi, j'ai atterri, M. Urbaniak. Et moi, ça fait 5 élections que je me bats. Et au Conseil municipal, je me suis battu. Et je pense que les habitants, au moins, me l'accordent. Et Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, j'ai rien à ajouter. Ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin de calme pour travailler, par respect pour les habitants. Et quand je ressens la colère de ces habitants, et je la comprends, quand on a les rumeurs incessantes de corruption et le cirque médiatique et compagnie, le bassin minier, il est fatigué, il est fâché et il devient furieux. Et ça, je le comprends. Mais je pense que même les scénaristes de Dallas, ils s'y retrouveraient plus dans cette campagne et dans cette vie politique. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez agacé par cette question. Moi, je récuse l'idée que notre débat soit un cirque. Parce que s'il y a un cirque, c'est pas nous qui l'organisons. La confrontation politique pour laquelle je suis venu avec Madame Le Pen n'est pas un match personnel. Je ne connais pas Madame Le Pen, elle ne me connaît pas. Nous nous affrontons sur le plan des idées. Il y a une grandeur et une noblesse à s'affronter. Voilà. Elle est porteuse d'une grande thèse, et moi d'une autre radicalement inverse. Je ne me sens pas concerné par l'imbécilité des extrêmes. Ce n'est pas le sujet. Les Français doivent trancher une question. C'est de savoir si c'est l'immigré ou le banquier qui est responsable de la crise. C'est une grande question. Elle a sa noblesse. Quant à ce qu'on appelle le cirque médiatique, vous êtes particulièrement gonflé de faire ce genre de remarques. Parce que qui l'organise? C'est quand même ceux qui le pratiquent. Et j'ajoute que je trouve que là... Mais comment, madame? Voulez-vous que je vous raconte ce qu'est une promenade sur un marché précédée par 50 journalistes, 10 caméras, 30 photographes qui vous empêchent d'approcher les gens? Non. Eh bien moi, je vais vous dire. Oui, mais moi, j'ai rien demandé. S'ils veulent tous s'en aller, je ne les regrette pas. C'est pas démocratique. Mais alors monsieur... la presse du débat. Alors ne commencez pas à dire que c'est un cirque quand vous y êtes. C'est ce que les tous les jours. Alors je termine, oui, c'est ça. De toute façon, vous avez toujours raison, on connaît la musique. Mais par contre, ce qui est important, c'est que moi, je préfère qu'on médiatise ce débat entre Madame Le Pen et moi, que l'on passe son temps à aller regarder ce que fabrique Monsieur Koucheida et d'autres. Parce que ça, oui, c'est du cirque qui dégoûte tout le monde de la politique. Tandis que ce que nous faisons, peut-être que c'est vigoureux, peut-être que le ton monte parfois. Moi, je suis un Méditerranéen, tout le monde me voit remuer mes mains, comme beaucoup de gens qui sont ici, n'est-ce pas? Mais c'est un débat sur le fond. Ce n'est pas une affaire de personne. Et c'est ce débat-là que les électeurs vont trancher. Alors arrêtez de nous parler
des salades locales. Bon, le local, nous l'interprétons à travers la vision d'ensemble que nous avons pour la patrie de tous les Français. Ça voilà intéresse aussi les électeurs. Marine Le Pen, la maison flamande. C'est bizarre d'entendre parler de moi comme si j'étais mort. Mais Avant d'aller... Oh non, non, là, c'est le blague Alain Duhamel, montez pas tout de suite au rideau à chaque fois. Bon, alors... Non, mais c'est vrai que François Ruffin, par exemple, il dit Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon candidat du premier tour, mais il ne sait pas comment faire sortir des millions d'électeurs. C'est ça. Tandis que François Ruffin le sait, alors il va le faire. Et ce sera très bien, car nous serons enchantés. Bon, je n'ai pas l'intention, je préfère tout de suite vous arrêter, je ne polémiquerai avec personne. Je ne dirai même pas, comme vient de le dire Alain Duhamel, parce que venant de moi, on le prendrait mal, que la probabilité que se mettent d'accord des gens qui sont déjà divisés entre eux est très faible. C'est pas le sujet. Nous sommes à un moment de notre histoire très particulier, qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu pendant les 20 dernières années. Nous sommes dans une crise de régime, une crise économique, une crise morale et une crise internationale qui arrive. Par conséquent, regardez bien autour de vous aujourd'hui, parce que vous ne verrez pas ça longtemps. Les événements vont s'accélérer, se précipiter. Et le peuple français, que trop de gens prennent pour un ramassis d'imbéciles qui ne comprennent pas, ils comprennent tout. Ils écoutent, ils pèsent. On ne dit pas des Français qui manquent d'intelligence. Je ne dis pas ça de vous, mais je dis que... je parlais des Français en général. Hein. Oui, mais moi j'observe qu'il y a une manière de parler de ce que les gens comprennent ou pas, qui souvent fait comme si les gens ne comprenaient pas. Regardez, là, nous avons une discussion, vous admettrez que sur les retraites, il faut vraiment s'accrocher pour arriver à suivre ce qui se passe dans le débat. Bon, eh bien moi, je suis frappé du nombre de gens qui écoutent la télé, qui regardent le soir, qui nous demandent notre avis des fois dans la rue. Je suis embarrassé parce que je n'ai pas forcément toujours la réponse, tellement c'est précis. Les Français sentent que leur histoire est en train de tourner. Et vous avez raison, monsieur Duhamel, de dire que l'hypothèse qu'il y ait l'extrême droite au deuxième tour en position favorable existe en France. Bon, c'est la France, quoi. Et vous pouvez pas... C'est le peuple français qui l'aura voulu. Mais moi, ce qui me rassure, c'est l'intelligence collective. 1. 2, l'histoire. L'histoire. Car l'écart que j'ai aujourd'hui, puisque c'est moi qu'on cite à chaque fois dans les sondages, il est de 20 points avec elle, avec Madame Le Pen. C'est le même écart qu'en 2022. Par conséquent, je vous mets en garde. Attention à ne pas penser la réalité à partir des sondages. Il faut la penser à partir de ce que vivent les gens. La crise dans laquelle ils vivent, le fait qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, le fait qu'ils aiment leur patrie et qu'ils ont compris qu'il faut la refonder. Vous n'échapperez pas à ça. Et il y a 2 manières de la refonder. L'entre-soi, mesquin, éliminant ceci à cause de leur religion, les autres parce que c'est ceci ou cela. Et puis, ceux qui veulent faire le pari de dire on va le faire et on va y arriver. C'est ça que j'ai appelé la nouvelle France. Le peuple français a changé. Maintenant, vous avez, quand je suis né, moi, il y avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3. Aujourd'hui, quand vous vous adressez à une femme, vous n'avez pas la même personne en face de vous que celle qui était, puisqu'on parlait de ça, et que c'est la 5e République et que je suis pour une 6e, qu'une femme de 1958. Avez-vous regardé à l'INA comment les hommes parlaient de leurs femmes et des violences aux femmes? Tout ça, le monde a changé. Et c'est ça qui va se concrétiser dans le bazar. Alors, dans le bazar, il va falloir qu'ils disent de quel côté ils veulent aller. Eh bien, moi, monsieur Duhamel, je fais le pari qu'ils choisiront d'aller du côté de l'optimisme pour la suite pour ce pays, j'en suis sûr. Alors, certains. Donc, il y aura ce que vous dites. Je suis d'accord qu'on est dans une période, d'abord, foncièrement différente des précédentes. Ensuite, qu'on est encerclé de crises, soit déjà réelles, par exemple l'Ukraine, soit potentielles, par exemple l'intelligence artificielle. Peut-être que ceux qui nous écoutent vont se dire ça n'a rien à voir, mais si, on est entouré de plusieurs crises potentielles. Face à ça, il y a ce que vous représentez, vous, votre mouvement, vous, bon... Dans l'histoire, dans le temps. Bon, ce que représente le Rassemblement national, c'est-à-dire un phénomène inédit en France. Seule chose que j'ai cherché, des précédents, comme je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Vous n'étiez pas boulanger là-dedans? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai Avant de partir... Vous recommencez votre comédie. Je n'ai pas dit qu'on allait abandonner, je vous dis qu'il faut sortir. Ça va prendre du temps. Sortir, ça veut dire abandonner. Ne jouez pas sur les mots. Mais si je ne joue pas sur les mots, oui. C'est vous qui jouez sur les mots. Non, pas du tout. Vous êtes un irresponsable. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Regardez le nucléaire avec les yeux des années 60. Vous êtes ébloui comme si vous alliez à Orly voir les avions décoller. Depuis, on vous a entendu. Monsieur Mélenchon, on vous a entendu. Tchernobyl a eu lieu. 3 Mile Island a eu lieu. Fukushima a eu lieu.
Et vous voulez rentrer dans votre cerveau, ça? Donc vous êtes comme Madame Merkel, qui a arrêté le nucléaire. Le résultat, c'est qu'elle a ouvert toutes les centrales à charbon. Stop, allez, on avance. Stop, on avance. Excusez-moi. On avance. On vous a entendu débattre sur ce point-là. Cette deuxième grande partie s'intitule Comment réduire la fracture sociale. On a encore une question à vous poser, un grand thème à aborder dans cette partie-là. La partie l'écologie. Ah oui, c'est la partie 2, d'accord. Oui, voilà. Non, on est dans la grande partie. Non, on est dans un plan, vous inquiétez pas, on suit et on arrive tout doucement. Vous êtes sûr de bien suivre. On arrive tout doucement à la dernière partie de cette émission, très importante, surtout après ce qui vient de se passer sur ce plateau depuis maintenant 1h41. Égalité des temps de parole, d'ailleurs, je remarque, je le note. Ce sera la même chose à la fin. La grande question, c'est de savoir comment on réconcilie les Français. Après ce que nous avons vécu ces dernières années, après la crise des Gilets jaunes, après ce que nous venons de vivre avec l'épidémie de Covid, les mouvements qu'on a vus ces derniers jours, anti-vax, anti-pass sanitaire, et avec une crainte que beaucoup ont en tête pour la prochaine présidentielle dans 7 mois, c'est la crainte de l'abstention. On rappelle ce qui s'est passé aux dernières régionales. Les régionales, ça n'est pas la présidentielle, on est d'accord. On a eu 2 tiers d'abstention au régional. Est-ce que, qu'est-ce que pour vous, Éric Zemmour, cette abstention-là traduit, et est-ce que vous craignez que la prochaine présidentielle, dont vous disiez tout à l'heure qu'elle était extrêmement importante, est-ce que vous craignez qu'elle soit frappée également par ce désintérêt-là? Je pense que l'abstention est massive, qui d'ailleurs croît depuis 20 ans, 30 ans, lentement, et pour toutes les élections, à part la présidentielle, vient du fait que... Peut-être des immigrés, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me laissez parler, vous verrez que je répondrai. Ne vous moquez pas, vous savez, de l'angoisse existentielle du peuple français. Ouais. Existentielle, monsieur Mélenchon. Vous la niez. Le peuple français est plus divers que et vous la méprisez. Le peuple et vous la méprisez. Regardez. C'est vous qui méprisez. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne méprise personne. Moi, je ne méprise personne. Je respecte tout le monde. Et c'est justement parce que je prends au sérieux tout le monde que je parle royalement et directement à tout le monde. Et j'en fais de même. Absolument. Et on est bien d'accord. L'abstention. Bon. L'abstention. Je pense que les Français considèrent de plus en plus qu'il ne sert à rien de voter. D'abord parce que les politiques, depuis 30 ans, se sont ressemblés comme sœurs jumelles. Vous vous souvenez de ce fameux mot de Philippe Séguin? La droite et la gauche sont des détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Tout cela depuis le fameux traité de Maastricht, contre lequel il était, et pour lequel M. Mélenchon a voté oui. Mais il va me dire que là aussi, il a changé d'avis. Mais non, mais écoutez, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Parce que c'est la réalité. En 2005, j'ai voté non. Oui, mais vous avez dans le traité de 2005, écoutez, petit bonhomme. Dans le traité de 2005, il y avait notamment le traité de Maastricht. Pourquoi vous jouez à ça? Et je joue à ça parce que vous avez voté oui à Maastricht. Oui, et je me suis trompé. Mais en 2005, j'ai rectifié mon erreur. Vous ne rectifiez jamais vos erreurs. Trop tard. Vous êtes parti sur une idée, et pouf, c'est la même toute la vie. On n'en change pas, on bouge pas, on n'apprend rien des faits. Moi, c'est le contraire, monsieur Mélenchon. J'ai fait partie des gens qui ont cru. Vous vous trompez tout le temps et vous vous contredisez tout le temps. Non. Moi, excusez-moi, je suis effectivement sur une grille de lecture du monde. Il m'arrive de me tromper, mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Et je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Moi, non. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Donc, l'abstention, parce que ça, c'est la première chose. C'est que les politiques de droite et de gauche se sont ressemblés. D'ailleurs, le point d'orgue de cette ressemblance, c'est Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard. C'est-à-dire... Son nom depuis 22h45. Comment? Depuis 1h45, je suis pas sûr qu'on ait cité son nom. Vous voyez. Donc Emmanuel Macron, qui est l'enfant de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard, c'est-à-dire l'enfant de la droite libérale et de la gauche libérale. C'est-à-dire le produit de la désagrégation du paysage politique qui a perdu à la fois les gaullistes et les communistes. Et donc là, ça a permis l'émergence d'Emmanuel Macron, qui est la quintessence des politiques uniformisées, décidées par l'Europe, contrôlées par le juge, et qui ne concerne plus les Français. C'est-à-dire que les Français votent, ils ont le droit de voter, ils votent pour n'importe quoi. De toute façon, la politique sera la même après. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Je pense que c'est pour cela que les Français ne votent plus. Et il y a effectivement la deuxième chose, mais M. Mélenchon va encore hurler, c'est que je pense... Ne hurle pas, je réponds. C'est que les Français considèrent qu'on ne prend pas en compte leur peur existentielle de disparaître. Ah. Mais oui, je le dis. Leur peur existentielle de disparaître, leur peur existentielle de voir le pays être exproprié de leur propre pays. Vous savez, Monsieur Mélenchon pense que ce sont mes fantasmes et pense que je n'ai pas de respect pour le peuple et pour le peuple français, pour une partie du peuple français. Mais quand vous regardez les sondages, Monsieur Mélenchon, vous constatez que sur toutes les thématiques qui sont mes marottes, comme vous dites, ce sont les marottes de 70% Prenons des Français. bien la mesure de ce qui va arriver. La France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière depuis des décennies. Et comme avec 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Seuls les fous croient qu'une situation comme celle-là peut perdurer sans chaos. Ensuite, elle va affronter, comme toute l'humanité, le plus grand défi de la civilisation humaine, qui est le changement climatique.
Et devant ces deux immenses défis, à quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour, lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays? Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Ah oui, donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Vous parlez pas en même temps que moi. Ah, je ne parle pas en même temps que vous, mais là vous dites des énormités, donc je vous interromps. Non, ce n'est pas une énormité, c'est la situation telle que vous l'avez dit, c'est vous qui avez parlé de réimmigration. À mes yeux, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Je vais vous dire ce que je... Alors donc, pourquoi vous faites déjà le perroquet de ce que je dis? J'ai rien dit encore. Et plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Encore. Donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Ce sera l'objet de notre première grande question. Juste sur le principe de ce débat, pour préciser les choses. Ça a été loin de faire l'unanimité dans votre camp, le fait de venir ce soir face à Éric Zemmour. Et alors? Je vous pose la question. Vous posez quelle question? Mais est-ce que vous comprenez que ça a pu émouvoir dans votre camp? Il domine une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'émigration, à Mme Le Pen qui dit le respecter tout en craignant comme c'est pas possible, et il faudrait rester inerte et regarder ça. Mais moi je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça, vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente, c'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes, vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe, vous avez, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions, vous manifestez une haine anti-musulmane. On ira dans le fond tout à l'heure. Là, au moins... Vous faites le débat avant le débat. Là. Oui, exactement, et surtout c'est pas un débat. Pourquoi je veux... Et surtout vous dites n'importe quoi. Mais vous dites que c'est un danger, Jean-Luc Mélenchon. Si vous m'interrompez, alors vous êtes combien? 3 à m'interrompre. Laissez-moi terminer, vous verrez, ça sera fini assez rapidement. Donc j'ai dit pourquoi? Parce que je le considère comme dangereux, parce que le défi que la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Il est là pour nous parler de fantasmes, pendant que des problèmes d'une immensité sans précédent viennent au-devant de la patrie. Ce qui surprend, c'est que vous dites que c'est un danger, mais vous avez été amis un moment ensemble. C'est ce qui a surpris aussi beaucoup de téléspectateurs. Il est relaté que vous étiez aux 50 ans d'Éric Zemmour. Il s'est passé quoi depuis? D'abord, nous n'étions pas amis. Il travaillait pour Le Figaro. Je respectais son intelligence. C'était à l'époque un souverainiste assez classique de droite et qui était très connaisseur du mouvement ouvrier. Puis je l'ai vu se radicaliser. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu son livre Le Premier siècle, j'ai cru que c'était un canular, qu'il avait fait ça pour, en quelque sorte, enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. Quand je l'ai entendu parler de réimmigration, je n'en revenais pas. Si bien que, comme beaucoup, lui a rompu avec M. Seguin, mais il est indulgent. Moi-même, j'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Et vous ne devez pas transformer ça en une sorte de jeu. C'est une affaire de conviction qui est en cause. De conviction très profonde qui engage l'identité de notre pays et notre capacité à vivre tous ensemble. On entre dans le débat. Alors, Monsieur Mélenchon, je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase de votre péroraison. Les idées sont sérieuses, vous avez raison. Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre nation. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant... Vous croyez réellement ce que vous dites là? Ah oui, je crois réellement ce que vous dites. Vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et c'est, si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Colima, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Deuxièmement, je vous rappelle simplement que il y a effectivement un enjeu majeur. Mais chacun choisit son enjeu majeur. Vous m'estimez que c'est la crise sociale qui arrive, et effectivement elle est grave. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on entame la première déjà. Eh bien justement je l'entame. Attendez, on va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. À nous d'entamer les parties. Je vous signale que... Bon,
Alors, qu'est-ce que je fais? On entame la première partie. Je vous en prie. Éric Zemmour, on entame cette première partie. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger? Question qui vous divise là aussi profondément. Pour vous, Éric Zemmour, la France est même en danger de mort, c'est votre expression, à cause d'un sujet qui est omniprésent dans votre discours, qui vous obsède. C'est l'immigration. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Parce que votre question, oui, mais d'abord je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre à vos questions. Et deuxièmement, votre question est mal posée. Oui, qu'il y a plus désagréable que moi. Hein. Absolument. Votre question est mal posée parce que vous sous-entendez que la France est en faute. Dès le départ de votre question, vous nous dites la France n'a pas bien intégré. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.